Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire. On voulait vous parler de deux sujets. Le second, c'est la réouverture de Notre-Dame, puisque vendredi, Emmanuel Macron a visité le chantier de Notre-Dame et il y a fait un petit discours. Et notre expert S architecture, S gothique, S Notre-Dame, Catherine Tricot, s'y présente, nous fera un petit point sociétaux, cultuels sur le sujet. Mais d'abord, on voulait vous parler de la situation politique et notamment de ce qui s'est passé, avec comme point d'orgue ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale. Pour rappel, c'était le jour de la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est la deuxième niche parlementaire dans cette mandature, après celle du Rassemblement national qui était le plus gros groupe, après c'est LFI. Et donc ils avaient fait le choix de plusieurs textes, mais finalement ils n'ont pu en débattre qu'un seul, et il n'y a même pas eu de vote sur ce texte, après une obstruction des députés du socle commun. Et ce texte, c'était un texte d'abrogation de la réforme des retraites. On en avait un peu parlé, parce que dans ce texte d'abrogation, il revenait sur la loi Touraine-Hollande, sur la réforme Touraine-Hollande, ce qui avait fait un peu crisper, certains socialistes. Mais enfin, ils avaient quand même dit qu'ils voteraient ce texte. Pas tous. Modulo certains corrupissent. Mais disons, il n'y a pas eu de texte. Il n'y a pas eu de vote de texte, puisque les députés, encore une fois, du socle commun ont fait obstruction. Ils ont déposé plus de 1000 amendements. Et donc, ils ont tenu la barre pendant 12 heures pour ne pas qu'il y ait de vote. Et à minuit, ça s'est terminé. Et puis, il n'y a pas eu de vote. Au milieu de ça, donc ça a été une journée très tendue, avec deux moments très forts de cette journée. D'abord, il y a eu une quasi-baston entre un député Modem qui a voulu aller castagner Antoine Léaumont et un député socialiste, quand même. Donc il y a eu un moment où il a dû être repoussé, exclu et sorti de l'Assemblée nationale. En jeu, c'était les accusations du camp socialiste et ça c'est dans son argumentaire à ce député Modem, les listes que font les députés insoumis pour dire machin a voté contre l'abrogation de la réforme des retraites, machin a voté contre l'abrogation de la réforme des retraites, et qu'ils diffusent et sur les réseaux sociaux et parfois aussi dans des tracts. Et donc ce député Modem était particulièrement marri de ce type de procédé, et donc il s'est emporté et il a failli frapper. Donc voilà, c'est dire à quel point le moment était tendu. Et il y a une deuxième chose qui s'est passée hier, c'était aux alentours de 17h, Michel Barnier a annoncé qu'il renonçait à la taxe sur l'électricité et qu'il allait aménager, c'est le mot c'est le mot qu'il a utilisé, mais qu'il allait réduire le panier de soins de l'aide médicale d'État. Substantiellement. Substantiellement. Oui, exactement. non, c'est pas à la marge. Ah non, c'est pas à la marge. C'est pas juste les 15 000 euros pour les recoller oreilles. les oreilles, exactement. Non. Donc, ou les anneaux gastriques. Sachant qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire substantiellement, mais de toutes les façons, c'était une façon pour lui de céder au chantage du Rassemblement national pour essayer qu'il ne vote pas la censure la semaine prochaine. Je trouve ça particulièrement dur j'ai lu ce matin les journaux qui disaient grâce au Rassemblement national, il n'y aura pas de taxe sur l'électricité, d'augmentation. Je suis là, genre merde. Enfin, si on commence à leur donner le point sur ce sujet, c'est absolument insupportable. Bref, donc il y a eu ce moment. Toi, comment est-ce que on a suivi cette journée épique? C'est quoi ta lecture de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On le savait, puisque c'est depuis 2-3 jours, on savait que les macronistes avaient déposé 1000 amendements et que le gouvernement avait donné consigne au ministre de répondre dans la longueur, c'est-à-dire tenir le crachoir pendant 1 heure si possible. Donc on savait que l'obstruction serait jusqu'au bout.
Moi, je trouve ça extrêmement choquant parce que ce que je dis dans la newsletter de ce matin, c'est que en fait, c'est quand même les députés n'ont pas ne peuvent pas décider de l'ordre du jour des lois qui sont proposées au vote. Députés d'opposition, pardon. Les députés. Ouais. C'est quand même le gouvernement qui a le... Ou la présidente. Qui a le contrôle de ça. Et donc, en fait, pour donner un peu de place et de respiration aux groupes d'opposition, on a attribué une journée par an à chaque groupe de l'Assemblée nationale. Alors, si cette journée par an, le groupe majoritaire qui fonctionne avec le gouvernement empêche le vote, sachant qu'ils ont quand même sur cette réforme empêché le vote en 2023. Par 49.3. En imposant la réforme par 49.3, ça fait 2 fois sur une réforme qui est ultra contestée, qui est au cœur de leur échec politique, parce que quand même ils se sont fait toller en juin et juillet aussi à cause de ça. C'est-à-dire que les gens ne leur pardonnent pas. Et si c'est possible de continuer de faire obstruction ainsi, pour moi, ça fait partie de la liste des dysfonctionnements de nos institutions, de notre démocratie, qui commence à devenir un vrai problème, quoi. Hein. Le président qui décide tout seul la dissolution, qui décide qui veut comme Premier ministre, les députés de la majorité qui empêchent l'opposition de faire son boulot et de faire des propositions, qui empêchent le vote sur une loi aussi importante. Je trouve que ça fait beaucoup. Et bon, vas-y, je te dirai autre chose. Non, après. et justement pour rebondir sur ce que tu dis, c'est terrible à dire, mais ça se solde encore une fois par un échec. C'est-à-dire que à la fin des fins, hier soir, il n'y a pas eu de vote sur cette abrogation, comme il n'y avait pas eu de vote en 2023, comme tu l'as rappelé, mais il y a quand même eu une adoption. Et donc se pose la question à gauche de savoir est-ce qu'il faut continuer à mener le combat sur la question des retraites, vu que le pouvoir, l'exécutif en place, utilise tous les moyens qui sont à son service. Et ils sont conséquents grâce à une constitution qui lui est particulièrement favorable pour empêcher, pour faire que finalement la gauche accumule des défaites en fait sur ce front-là, et que au bout d'un moment, là c'est vrai que ça fait 2 ans en fait qu'on est sur ce sujet. Comme tu le dis, moi je pense aussi que c'est un sujet central, mais il est aussi légitime que certains se posent la question de savoir est-ce qu'au bout d'un moment on pourrait pas passer à un autre sujet pour essayer d'engranger des victoires, parce que là la gauche n'engrange que des défaites. Alors, d'abord, ce que je pense, c'est que le problème de comment on raconte les histoires, ça dépend aussi un peu de nous. C'est-à-dire ce que tu viens de rappeler sur l'histoire de l'électricité. La gauche était particulièrement en pointe pour contester la déréglementation, la dérégulation dans le secteur électrique et ses conséquences sur le tarif, etc. Donc, le fait qu'on se fasse chipper cette victoire, c'était pas obligé, c'était pas écrit par avant. C'est-à-dire que moi je pense qu'on se démerde comme des manches. Bon, mais d'aucuns diront que je suis toujours triste et que je vois toujours la vie en noir. Mais bon. Ah, bon entendeur, salut. Mais c'est vrai que je trouve que là c'est quand même c'est catastrophique que ce soit crédité au RN, mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous n'en avons pas fait un emblème. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de cette histoire-là quelque chose qui fait que les gens pourraient nous le créditer. En revanche, je pense que sur la question des retraites, c'est vraiment quelque chose qui tient à la vie des gens, au cœur des gens, et que c'est à la confluence de beaucoup de questions qui sont la vie, le travail, l'argent pour vivre, puisqu'en fait on sait bien que c'est aussi le montant des retraites qui est impacté par cette réforme, et que donc moi je pense que à l'Assemblée nationale, on mène des combats, pas simplement pour engranger des victoires matérielles et concrètes, il en faut, mais aussi pour faire voir une logique, une orientation politique. Et là, on donne à voir que notre idée, c'est qu'il ne faut pas augmenter le temps de travail, qu'il faut que le travail rémunère et que les gens soient formés et qu'ils aient un travail intéressant et qu'ils partent à 62 ans. Ou à 60 ans pour d'autres. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a installé une idée, une victoire et une sensibilité, et que lâcher l'affaire,
je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. Oui, et ça serait porté au crédit de Marine Le Pen qui, après, pourrait le reprendre, etc., quoi. Mais je vais te dire, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, lorsqu'il y a ce qui s'est passé jeudi ou ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'on a d'autres choix que de l'acter comme une défaite politique dans notre récit, on n'arrive pas à le raconter autrement, c'est parce que très souvent, les gens aujourd'hui qui estiment qu'ils sont la politique, qu'ils font la politique, ce sont les députés. Et comme ils circonscrivent le champ de la politique à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils subissent une défaite à l'Assemblée nationale, pour eux, c'est une défaite en fait pour la gauche et pour la politique. Or, comme tu le dis souvent, et c'est toi qui me l'as fait rajouter dans la newsletter que j'ai pourtant signée, tu vois, genre la politique ne peut pas se passer que dans les quatre murs du Palais Bourbon. Et c'est précisément parce que il y a ces questions d'idées, il y a ces combats aussi qui se mènent, que ce soit sur la bataille culturelle. C'est un combat qu'on a gagné quand même, celui-là. Exactement. Exactement, c'est un combat qu'on a gagné. Le seul problème, c'est que pour pouvoir dire qu'on l'a gagné, il faut regarder au-delà de l'Assemblée nationale. Parce que c'est pas parce que l'Assemblée nationale va dans un sens que la société ne va pas dans un autre sens, tu vois. Et c'est vrai sur plein de sujets. Par exemple, la soi-disant théorie du genre. C'est une toute petite parenthèse, mais lorsqu'on entend le ministre de la réussite scolaire, et je sais pas quoi, mon cul sur la commode, qui prend la parole pour dire une bêtise, où il dit il faut surtout pas qu'il y ait la théorie du genre à l'école, il faut l'exclure des programmes, je m'y opposerai toujours, alors que ça n'existe pas, la théorie du genre. En revanche, oui, il y a une distinction qui est faite entre le sexe et le genre. Je vous renvoie au papier de Loïc Leclerc qui a été publié vendredi sur le site de Regard. Lorsque vous avez un ministre qui dit ça, on pourrait dire, c'est une défaite, c'est horrible, on recule, mais pas du tout. La société, elle en a rien à fiche que ce ministre. Quand je dis la société, c'est les professeurs, les gens qui s'occupent, qui font nos programmes, les éditeurs de presse qui éditent les livres d'éducation nationale, etc. L'éducation nationale. Donc, il a beau le dire, ça ne fait pas pour autant une défaite. Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur ce sujet, mais c'est la même chose pour les retraites. On peut quand même faire une distinction entre une victoire, je dirais au sens de victoire politique, comme on vient de le dire. C'est vrai que on a réussi à imposer l'idée que c'était une loi illégitime, que ça faisait souffrir les gens et que ça révélait un problème sérieux sur le travail aujourd'hui en France. Donc tout ça c'est profondément vrai. C'est vrai aussi que concrètement, les gens ils vont partir plus tard. Donc une victoire, on ne peut pas non plus transformer. Je veux dire, il faut quand même s'entendre sur les mots. Et je pense qu'en effet, pour l'instant, nous sommes mis en échec. Mais je pense que cette affaire-là n'est pas terminée parce que l'opposition des Français, elle reste ultra majoritaire. J'ai regardé pour la newsletter le sondage qu'avait fait BFM avec Elab. C'est 11% des Français qui sont d'accord avec cette réforme aujourd'hui. Donc je veux dire, c'est quand même un niveau de rejet de cette réforme qui est astronomique, quoi. Donc ça a même encore augmenté. Donc cette réforme-là on ne peut pas en rester en l'état. Alors est-ce que les groupes de gauche continueront de porter cette exigence? Je ne sais pas. Je pense que c'est foutu pour les socialistes parce que ce que m'a expliqué Elsa Fossillon, c'est qu'en fait, il y a un délai où tu dois rendre public ta liste de projets pour ta niche. Or, c'est le prochain groupe, c'est des socialistes. Et donc, ils ont certainement déjà dû donner leur liste. Donc, il n'y avait pas la réforme des retraites. Mais ensuite, il y a le groupe écologiste. Ensuite, il y a le groupe communiste. Donc, il y a d'autres groupes qui peuvent... Puis ça revient l'année prochaine. Puis ça revient l'année prochaine. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait que ça? Est-ce qu'on ne porte que cette exigence-là? Est-ce que tous les groupes font ce qu'a fait la France Insoumise, c'est-à-dire de la mettre en numéro 1 et donc de ne pas pouvoir parler de rien d'autre? Moi, je pense qu'on peut être un peu plus malin que ça. C'est-à-dire on peut parler d'autre chose et mettre ce sujet-là en deuxième, troisième position. Parce que juste pour révéler un peu ce qui se passe dans les coulisses, il a été réfléchi, débattu à la France Insoumise de savoir, puisqu'ils font de l'obstruction, peut-être qu'il faut retirer le texte pour pouvoir discuter des autres. Enfin, c'est une question qui se sont aussi posées au sein des députés de la France Insoumise. Jeudi dans la journée, exactement, à l'heure du déjeuner. Exactement. Donc voilà, c'est pas une question qui est totalement déconnectée que de se dire qu'on allait foncer là-dessus. Moi, j'avais un truc à dire sur la journée de jeudi parce que
je l'ai regardé attentivement, j'ai suivi les débats houleux, et moi, il y a une problématique, mais à laquelle j'ai pas forcément de réponse, mais ce que j'ai vu, c'est que, bon, effectivement, il y avait les députés macronistes qui, dès le début de la journée, vraiment étaient là, genre non, c'est notre réforme, c'est la meilleure des réformes, en responsabilité, comme c'est toi qui me le rappelais tout à l'heure, ils commencent toutes leurs phrases par en responsabilité, nous pensons que, ça veut dire. Alors, soit ils sont en européen, soit ils sont en responsabilité. Genre en quelque chose. Ben enfin bon, voilà. Ils parlent une langue, mais qui leur est propre. Il y en a qui parlent une langue un peu plus universelle, hein, mais de bourgeois, mais c'est la bourgeoisie universelle. Enfin, il y en a qui ont quand même pris la parole pour dire oui, vous comprenez, moi j'ai 67 ans et je travaille très bien, donc tout le monde peut travailler jusqu'à 67 ans. T'es là, genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, même la bourgeoise, genre, qui a jamais, enfin, évidemment, imaginer en fait qu'on peut appliquer son cas personnel de femme de 67 ans, CSP++, député, genre à l'ensemble des Français, des travailleurs et des travailleuses, non mais n'importe quoi. Se mettre en exemple, c'est hallucinant, enfin c'est vraiment... hors de propos, Donc voilà, ils tenaient ce genre de discours, donc vraiment dans leur ligne. Il y avait la gauche qui, pour le coup, était unie dans sa dénonciation, des pratiques institutionnelles du socle commun et de la dénonciation de cette réforme des retraites. Enfin, je dis pas mais, c'est plutôt dans la façon dont ils essayaient de dire, c'est en gros toutes les prises de position de la gauche, des députés de gauche, étaient sur la même base, c'est-à-dire d'abord, ils dénonçaient sur le fond la réforme des retraites, et ensuite, ils finissaient par dénoncer l'obstruction parlementaire. Le tout matiné d'insultes, honnêtement, et d'agressions. Ils étaient très très virulents vis-à-vis des macronistes. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais bon, si l'objectif, c'est vraiment qu'ils retirent leurs amendements, car c'était leur objectif, est-ce que c'est la bonne technique? Moi, je pense que non. Je pense que ce n'était pas la bonne technique. Après, le problème, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut essayer de convaincre ces députés macronistes pour qu'ils retirent leurs amendements, voire qu'ils votent avec la gauche l'abrogation de la réforme des retraites? Je pense qu'ils ne sont pas capables ni d'être convaincus, ni même d'écouter les arguments qui viennent de la gauche, mais en tout état de fait, en tout état de cause, je vois deux blocs en fait qui refusent de se parler, avec un troisième en plus qui est l'extrême droite, qui elle est là, genre je comprenais pas trop ce qu'ils racontaient parce que eux ils dénonçaient tout le monde, enfin genre ils agressaient tout le monde, puis à la fin bon j'imagine qu'ils auraient voté bien sûr, et d'ailleurs ils le disaient, ils auraient voté la proposition de la France Insoumise, mais leur position était pas très compréhensible, enfin il y a tout le monde nul, d'accord, bon, je pas trop compris. Mais si je reviens à la gauche et au bloc et au socle commun, je ne vois pas en fait la possibilité de négociation. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un mot que tu n'aimais pas. Mais genre, est-ce qu'il faut négocier, tu vois, pour essayer de trouver les voies et moyens pour ne pas précisément que les gens travaillent 2 ans de plus? Ce que tu m'as dit tout à l'heure, et tu as tout à fait raison, dans cette discussion, tu m'as dit, oui, mais le problème, c'est que c'est forcément une défaite puisque les gens vont travailler 2 ans de plus. Juste. Mais dans ces cas-là, si l'objectif, c'est pas qu'ils travaillent 2 ans de plus, c'est de supprimer cette réforme, alors il faut tendre la main aux députés, notamment du socle commun, pour leur dire là, ok, on s'assoit, et au lieu de les insulter et de leur dire vous êtes des affreux bourgeois, vous comprenez rien à la vie, comme par exemple je viens de le faire en introduction de ce propos, il faut leur dire bon, revenons sur terre, etc. Le problème c'est qu'il n'y a plus cet espace en fait là, et donc nécessairement c'est eux qui gagnent puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Oui, alors moi je pense que s'il n'y a plus cet espace, parce que ça c'est aussi une construction politique. Est-ce qu'on veut un espace de négociation ou d'élaboration de compromis ou pas? C'est plutôt c'est ça le vrai sujet. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est. Je suis pas sûr. Moi, je considère qu'il ne faut pas de compromis avec eux. C'est pas possible. Oui, mais c'est très compliqué parce que en fait, moi, la moutarde me montonnait de plus en plus à l'égard du Parti socialiste, dont on a dit ici depuis des années, depuis qu'on fait ce débrief, ça fait 5 ans maintenant, je sais pas quoi, à peu près, 3 ans et demi. Que les socialistes n'ont pas retravaillé leur projet. Et en fait, là, en ce moment, et maintenant d'autant
ils sont plus nombreux à l'Assemblée et que donc il y a un groupe autour de François Hollande qui s'affirme, on voit que, en fait, comme ils n'ont pas travaillé de propositions, ils n'ont pas repensé leur projet, eh bien, c'est le projet, comme dirait le camarade Marx, c'est l'idéologie dominante qui domine. C'est-à-dire qu'en fait, les socialistes restent profondément dans une logique de compétition, d'attractivité, de concurrence, de s'inscrire et d'essayer de trouver comment on peut gagner quelque chose dans le cadre du libéralisme. Donc c'est compliqué parce que là, en ce moment, on voit qu'ils sont en train de refaire surface. Moi, je crois qu'ils refont surface, mais je crois qu'ils ne pourront pas convaincre sur cette base. C'est-à-dire que je crois que le social-libéralisme n'a pas de place et n'a pas de chance. Mais en moins, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur parle ou on leur tape la gueule? Enfin, tu vois. Et ils ne sont pas ultra différents des macronistes. Moi, c'est ça que je pense. C'est qu'il y a une différence de mesure dedans. Mais enfin, Emmanuel Macron était le conseiller de François Hollande, puis le ministre de François Hollande, d'économie et des finances. Enfin, je veux dire, et quand François Hollande prend la parole pour défendre la réforme Touraine, il redit cette logique qu'il affirme. J'ai fait un papier cette semaine à propos du bilan de Anne Hidalgo, et je considère que ce qu'a fait Anne Hidalgo n'est pas complètement nul, mais ce qu'elle fait, notamment l'écologie, elle en fait une arme dans la compétition internationale des métropoles. C'est-à-dire qu'elle participe finalement à cette logique de compétition entre les territoires, de renchérissement du foncier et donc en fait d'exclusion du monde normal populaire, de la capitale. Populaire, c'est même pas populaire. Là, on en arrive à les cadres ne peuvent plus habiter Paris, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus seulement populaire, c'est même les classes moyennes. Donc, tout ça pour dire que cette question d'avoir un esprit de compromis, de négociation et de compromis avec des forces politiques me semble devoir être posée, parce que sans ça, compte tenu de la situation idéologique par ailleurs de la France et du monde, on va laisser les clés au Rassemblement national. Donc j'ai l'impression que ce qui nous manque, c'est une espèce de dialectique entre on n'est pas d'accord, on sait qu'on n'est pas d'accord, on sait sur quoi on n'est pas d'accord, et on circonscrit les désaccords et on cherche des endroits où on est d'accord. Parce que c'est ça qui me déplaît dans cette oscillation à gauche, qui est des moments où c'est la guerre généralisée, et puis des moments où c'est l'union, il faut faire un groupe commun à l'Assemblée nationale, il faudrait... Et au fond, on est tous pareils. C'est ça qui nous raconte au moment du NFP, du début. On est tous pareils. Voilà, c'est ça, on s'est retrouvés, etc. Enfin, mais non. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve qui ne va pas et qui est totalement immature et qui nous bloque, en fait, pour construire et une pensée, une stratégie, voire des tactiques, c'est de mettre à plat ce qui nous est commun et ce qui nous différencie. Parce que tout ne nous différencie pas, y compris, moi je vais dire, avec les macronistes. Je le dis ici parce que je le pense vraiment. Je pense que le bilan d'Emmanuel Macron, par exemple, sur la question de la mémoire de la guerre d'Algérie ou de la Seconde Guerre mondiale, aura fait des choses intéressantes. Et ça n'est pas anecdotique pour notre pays sur ces deux terrains-là. Et donc, on ne peut pas dire... Oui, Emmanuel Macron est un libéral, profondément, un mec pro-business, et ça, il l'a en partage avec les socialistes. Il ne faut pas raconter que c'est différent, c'est le logiciel, il leur est commun. Après, du côté d'Emmanuel Macron, il pousse le truc jusqu'au bout dans sa logique, c'est on ne pique pas un centime à un milliardaire, parce que les milliardaires, c'est tellement bien, ça fait ruisseler sur l'économie française. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait, Hidalgo ? Quand elle donne le centre de Paris à LVMH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle pense que le dynamisme, le rayonnement, l'attractivité de Paris passe par le fait que LVMH devient le propriétaire du centre de Paris. Donc elle a bien la même logique. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que je trouve qu'on est irrationnel, quoi. Il faut être capable, et ça nous boucle sur l'espèce de débat
que tout le monde se prend la tête et se fait des nœuds au cerveau, c'est on exige la démission de Macron, on fait voter la censure et on fait tomber le gouvernement Barnier. Quel est le plan après? D'accord, il y a une crise politique. Quelle est notre proposition politique s'il n'y a plus Barnier et a fortiori s'il n'y a plus Macron? Bien sûr. Quelle est notre proposition politique? Sur ça, pour l'instant, c'est zéro la tête à Toto, non? Exactement. Pour rappel, aujourd'hui, il y a environ 230 députés du socle commun. Alors certes, ils partent tous un peu dans tous les sens, mais enfin, il y en a 230. Ouais, ils sont plus communs, ils n'ont rien de commun. Ils n'ont plus rien de commun, mais enfin, voilà. Oui, mais ils ne voteront pas la censure. Oui. Voilà, c'est quand même 230 qui ne voteront pas la censure. La gauche, le nouveau Front Populaire, en comptant tout le monde, ça fait 192. Donc, et avec 192, c'est une vraie question. Est-ce que... alors, c'était l'hypothèse du mois de juillet. C'est de dire, avec 192, vous allez voir, on va pouvoir gouverner la France. Vous allez voir, de toute façon, nous, on a des propositions hyper consensuelles à proposer, avec lesquelles les Français seront d'accord, etc. Bon, je ne suis pas certain, en fait, que ça marche. Je ne suis pas... Parce que d'abord, il y a des dynamiques politiques, voire des dynamiques politiciennes, c'est-à-dire le pendant péjoratif de ce que c'est que la politique, qui sont à l'œuvre aussi dans la société, dans l'Assemblée nationale, avec des écuries, des machins, et que si jamais il y a 192, si jamais, par exemple, Emmanuel Macron décide, après Barnier, de nommer quelqu'un qui vient du nouveau Front Populaire, avec, on va dire même Lucie Castet, il n'y a aucune raison pour que même les mesures les plus consensuelles que pourrait proposer Lucie Castet, les députés du socle commun, c'est-à-dire les macronistes par exemple, le votent. Mais juste pour la faire chier, enfin, alors même qu'elle pourrait proposer des choses tout à fait normales, dire bah non, paf, on va la faire tomber. Et je raconte même pas l'extrême droite, tu vois, qui va jouer le même petit jeu qu'il joue aujourd'hui avec Michel Barnier. Donc et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et genre, ils ne se font pas. La gauche ne fait aucun cadeau au socle commun, à Michel Barnier. Il n'y a aucune raison pour qu'en retour, le socle commun, les députés, qu'ils soient Modem, macronistes, EPR ou je sais pas quoi, ou LR, fassent des cadeaux à la gauche sous prétexte que, oh bah oui, il faut de la stabilité, alors que eux n'en voulaient pas avant. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il y a un espèce de nœud et qui démontre aujourd'hui une absence totale de stratégie pour ce qui va se passer après. J'ai eu une discussion avec un député du nouveau Front Populaire dont je tairai le nom, qui m'a dit, je lui dis mais il me fait une proposition, il me dit, de toute façon, moi, je pense qu'il faut que ça se passe comme ça, peu importe ce qu'il raconte. Il me dit, je lui dis, mais du coup, bah non, moi, en fait, je vais le dire, c'est Philippe Brun, parce qu'on a fait une midinale et que c'est dans la midinale. Pourquoi je tais le nom, enfin, c'est vraiment débile. Oui, parce que et je savais plus si dans l'Archuma ou pas. Et donc, je lui dis, mais lui, il a un plan, c'est de récupérer des macronistes pour essayer de augmenter cette majorité très relative de 192. Et je lui dis, bah, d'accord, ok, vous avez commencé à parler? Bah, il me dit, ah non, on peut pas commencer à parler parce qu'après, les macronistes seraient accusés de déloyauté. Je lui dis, bah, donc du coup, vous attendez quoi? Il me dit, bah, on attend la motion de censure. Je lui dis, donc tu attends le dernier moment, enfin... En fait, c'est toujours la même chose, les gens attendent d'être vraiment dos au mur pour élaborer une stratégie pour, non pas dans 2 mois, mais pour le lendemain. Tu vois, genre, putain, tu sais, on fait le nouveau Front Populaire, il y a une élection et... Il faut un Premier ministre. Ah merde, il fallait un Premier ministre. On n'y avait pas pensé. Tu vois, genre. Et comment on va se mettre d'accord? Parce qu'il y a un truc qui est très rigolo, c'est. J'ai pensé à ça pendant l'été. Je me suis dit, mais admettons qu'il ait nommé Lucie Castet. Après, il n'y avait pas de plan, tu vois, pour genre comment on fait passer les lois. Enfin, il y avait des éléments de langage qui ont été répétés sur les plateaux, y compris par moi parfois, tu vois. Mais j'étais là, genre, mais en fait, genre, on aurait été d'accord sur rien. Genre, on n'aurait pas su, genre, gérer, comme il n'y avait aucune attache qui avait été prise avec les députés macronistes pour essayer de faire gonfler cette majorité très relative de 192. Tout ça n'est pas pensé, mais c'est presque pas pensé de façon volontaire. Parce que comme tu l'as rappelé, comme l'objectif, c'est aujourd'hui de plusieurs groupes, à commencer par le Rassemblement national, par la France insoumise, mais aussi par Jean-François Copé, qui est sorti du bois cette semaine, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est donc, pour arriver à cette démission, l'instabilité politique et institutionnelle. Donc tout le monde est très content que, genre, on n'arrive pas, ne pas arriver à penser le lendemain, finalement, c'est le bon moyen d'arriver à la démission d'Emmanuel Macron. Bon, ben moi je trouve pas ça très joyeux et très enrichissant pour ce que ça dit de la politique française et de la démocratie. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de tension que l'on peut voir
et de blocage, il n'est pas résultant, il est produit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a rappelé, c'est à propos de la réforme des retraites, ils ont mis quand même cette référence à la loi Touraine, qui est abjecte, mais quand même qui était faite pour mettre les socialistes dans la merde. Ce week-end, Hugo Bernalicis a raison, dit que la loi antiterroriste est utilisée à tort et à travers pour servir contre tous les gens qui se mobilisent, notamment en faveur des Palestiniens. Il a parfaitement raison sur ce point. Il le fait sans crier gare, sans en parler à personne, tout seul, bing boum, ça sort. Et en parlant que avec la France Insoumise, ils n'en parlent pas, ils en parlent aux partenaires de la NFP. Oui, c'est ça, ils en ont parlé entre eux, ça c'est certain. Mais tout le monde découvre ça pendant le week-end, alors qu'il va y avoir la niche, alors qu'il va y avoir le vote sur le budget. Enfin, il y a une espèce de montée en puissance de la conflictualité à l'intérieur de la gauche qui, je pense, est une stratégie. Et la stratégie, elle est probablement que la moutarde commence à monter au nez de beaucoup de monde. Moi, quand je dis que vraiment les socialistes, là, en ce moment, c'est très très pénible de les écouter parler, parce qu'on voit bien qu'ils sont revenus à la case départ. C'est-à-dire qu'ils pensent s'être racheté une virginité de gauche et que donc ils peuvent recommencer comme avant. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être... il ne suffit pas d'être énervé contre eux, il faut savoir ce qu'on fait. Enfin, comment on le bloque et pas seulement les bloquer, c'est-à-dire comment on crée quelque chose d'une autre nature, d'un autre dynamisme qui nous emmène. Alors, c'est compliqué parce que la référence que tout le monde a, c'est l'élaboration du programme commun entre les communistes et les socialistes, où ils ne s'aimaient pas beaucoup, ils étaient franchement en désaccord. Ça a mis plus de 10 ans, quand même, cette négociation entre les socialistes et les communistes dans les années 60. Donc là, on n'a pas forcément 10 ans devant nous. Néanmoins, moi je ne vois pas comment, et c'est pas une négociation, c'est aussi une discussion, enfin c'est une discussion, une négociation, un approfondissement. Moi il me semble que ce travail de réidentification des problèmes de la modernité, identification des points d'accord et des points où on ne sait même pas si on est d'accord ou pas d'accord parce qu'on n'y a pas réfléchi, et d'essayer de voir ce qu'on peut élaborer en commun, il faut le faire vraiment. Sans ça, quelle que soit, je dirais, la manière dont se mènera l'élection présidentielle, il faut quand même que la gauche soit capable de dire ce qu'elle ferait au pouvoir, qu'il y ait un ou deux candidats ou plus. Voilà, c'est tout petit point, parce que en parlant de démission d'Emmanuel Macron, je rappelle que en cas de démission du président de la République, annonce de sa démission, l'élection présidentielle suivante, doit être convoquée dans les 35 jours, donc ce qui laisse un peu plus de 3 semaines pour l'élaboration d'une campagne, pour le fait que la production d'une campagne, sachant que là-dedans sont compris la recherche des 500 signatures. Ça fait 5 semaines, dont 2 pour trouver les 500 signatures. Exactement. Parce qu'il faut trouver les 500 signatures et après on a 3 semaines pour faire la campagne. C'est chaud. Oui, ça veut dire que... Ça veut dire, ça veut dire que c'est impossible dans ce moment-là pour chacune des entités de reconstruire des identités politiques. C'est pas possible. Donc, si jamais Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise ou d'autres souhaitent cet horizon-là, la démission de Macron, d'accord, mais va falloir se lever tôt. Il faut aller vite, en fait, pour Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, ce que je crois vraiment, c'est qu'il y a une crispation maximale sur Emmanuel Macron et que les méthodes des macronistes à l'Assemblée nationale sont totalement raccord avec la politique et la manière d'être et de concevoir la politique d'Emmanuel Macron. Il faut que Emmanuel Macron s'en aille. Je veux dire, ça me semble absolument incontournable pour débloquer et revenir à un système démocratique un peu normal, un peu apaisé. Mais 35 jours, tu n'as pas de programme. Or, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de temps de discussion, on n'a pas eu de temps de discussion, et a fortiori, tu n'as pas de programme entre les partenaires de la gauche. C'est-à-dire que là, voilà, on est... L'avenir en commun ? Mais non, ou je sais pas quoi, ou l'ersatz de l'avenir en commun fait pour le programme. Oui, il y a le programme. Non, mais de fait, je ne vais pas le décrier parce que je pense qu'il y a des éléments dedans, mais il y a trop de choses qui ne sont pas dedans. C'était quelque chose qui, encore une fois, a été fait dans l'urgence de la dissolution inattendue du mois de juillet. Depuis, on n'a
pas vraiment progressé dans son enrichissement, dans sa reconfiguration, approfondissement, etc. Et si on a c'est là ce qui pousse à cette crise politique, que moi je crois inéluctable, et d'une certaine manière dont le dénouement me semble indispensable. C'est-à-dire que si on ne revient pas sur un temps de débat approfondi sur les orientations du pays, ce qui n'a pas été le cas au mois de juillet, parce que tout le monde était obsédé par une seule chose, c'est empêcher le Front National de prendre le pouvoir. Alors ça restera en surplomb, évidemment, mais il y a quand même une autre question qui est qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, on a besoin de plus que 3 ou même de 5 semaines. Et je ne crois pas qu'un débat qui opposerait Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Gabriel Attal... Ou Édouard Philippe, ou les deux. Soit de nature à nous permettre de discuter tous ensemble avec un peu de sérénité, quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'on est en train de foutre notre pays dans le ravin, quoi, là. Alors bon, il n'y a pas que notre pays, hein, mais... Alors, en parlant de notre pays, parlons de notre deuxième sujet. Notre-Dame. Notre-Dame. Notre pays, virgule, Notre-Dame. Ouais. Alors, Emmanuel Macron, a rempli, on va dire, plus ou moins son contrat qui était de livrer Notre-Dame. On a l'impression que c'est lui qui allait reconstruire le toit de Notre-Dame. Mais il avait dit ça sera fait sous 5 ans. Bon, alors au départ, la promesse c'était quand même avant les JO. Ah bon? Ouais. Il voulait que ça soit ouvert pour les JO. Alors il a dit 5 ans, mais en fait les 5 ans c'était parce qu'il y avait les JO. Voilà, et là il dit c'est bon, c'est 5 ans, mais c'est après. Bon, c'est 6 mois après. Bon, c'est pas grave. Genre, en tout cas, il est très fier, et c'est ce qu'il a dit dans son discours, d'avoir réussi à, d'avoir réussi. C'est pas lui, encore une fois. Il a rendu d'ailleurs, grâce il a tressé les louanges des artisans qui avaient travaillé sur le chantier de Notre-Dame, de l'avoir réussi en 5 ans. Qu'est-ce que tu as à dire de en tant qu'architecte, et comme je l'ai dit, expert gothique? Je ferai un papier sur pourquoi je pense que... pour le 7 décembre, parce que la réouverture officielle, c'est le 7 décembre. Voilà, donc je ferai un papier pour le site de Regard dans lequel j'essaierai d'expliquer de façon simple pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qui est super intéressant dans l'architecture gothique en tant que philosophie. C'est-à-dire, pour faire un petit teasing, je pense qu'il y a 2 choses qui sont très, très, très intéressantes dans cette période. C'est qu'il n'y a pas de séparation entre les artisans et les artistes. C'est ensemble, ils vont fabriquer ce monument qui va mettre 150 ans à être construit, donc il faut se rendre compte des échelles de temps, et c'est un moment où il n'y a pas encore, par exemple, d'architecte. Ça n'existe pas encore, la distinction entre le maçon, le maître d'œuvre, l'architecte, tout ça n'est pas encore établi. Et je trouve très intéressant cette période où on a fait quelque chose d'extraordinairement novateur, sans la séparation entre l'artiste et l'artisan, entre l'intellectuel et le manuel. Donc ça, c'est la première chose que je vais essayer d'expliquer dans mon papier. Et la deuxième chose qui me semble encore plus importante, qui est spécifique à l'art gothique, c'est que ça s'élabore à un moment où le catholicisme va faire place d'une certaine manière à la rationalité. Et l'architecture gothique, et je vous montrerai des images et je vous expliquerai comment, l'architecture gothique, c'est une architecture dans laquelle la science, la technique est exprimée, lisible par quelqu'un qui sait regarder. Et ce que j'ai vu à la télévision de la réhabilitation de Notre-Dame, enfin de la rénovation de Notre-Dame, va le montrer de manière absolument splendide. C'est-à-dire qu'on peut complètement comprendre comment passent les forces qui vont permettre justement la construction d'un bâtiment aussi grand, qui fait rentrer la lumière, et que c'est quelque chose qui a été une novation technique, mais qui est raconté à tous, et ça va être le moment d'une conciliation, d'un début de conciliation entre la rationalité, la raison, la science et l'Église chrétienne. C'est un processus qui va être long et chaotique dans l'histoire du catholicisme. Galilée
a failli. On a fait des frais. Non, il n'en a pas fait des frais. Il a failli en faire les frais moyennant le fait qu'il ait abjuré. Voilà, c'est ça. Donc, je ne vais pas dire que l'Église a toujours eu des relations apaisées avec la connaissance et la science. Néanmoins, elle a commencé à partir de cette période-là à donner un espace d'autonomie à la science et à la création artistique. Et ça se joue notamment dans cette période de... voilà. Donc, c'est ça que je voudrais raconter. Ce qui me semble intéressant dans cet événement de la réouverture de Notre-Dame, précisément, c'est que on a vu quelque chose qui la transformation d'un patrimoine que certains disent cultuel, qui est laid, mais qui est devenu en fait un patrimoine universel et justement de fabrication de choses d'une extrême beauté. Et le fait que la polémique la plus importante, à mon avis, qui a porté sur le fait qu'on laisse l'accès libre à Notre-Dame. Ou le faire payer l'entrée. Oui, c'est ça, ce qui était la proposition de Rachida Dati. Parle pas au passé, hein, elle y tient encore. Oui. Elle continue à la ressortir. Ouais, elle est toute seule. Oui, elle est toute seule, parce que ça, maintenant, je pense que l'affaire est close. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, évidemment. C'est que cette histoire, ce patrimoine-là, reprend sa place et va reprendre sa place aussi parce qu'il va y avoir un musée normalement qui va raconter en gros ce que je viens de vous raconter sur le gothique et que c'est un sentiment un peu, moi j'en reviens toujours à ça, un peu comme la cérémonie d'ouverture des JO qui a montré la puissance créatrice, la grandeur historique et donc les ressources de notre pays. Et je crois que c'est ça que l'on va voir et que l'on voit. Et Emmanuel Macron a beau faire son petit fanfaron au milieu, évidemment que ce n'est pas lui l'enjeu. Évidemment, ce qui est important, c'est d'abord les sommes colossales qui ont été rassemblées. On m'a dit qu'il y a plus de 350 000 Français quand même qui ont donné de l'argent pour la restauration de Notre-Dame, jusqu'à ce que Bernard Arnault arrive avec ses gros chiffres, ses gros bifetons. Alors du coup, ça s'est arrêté parce que les gens qui donnaient 10 €, ils se sont dit, l'autre il donne 100 millions, on laisse tomber, quoi. Mais jusqu'à l'arrivée des gros donateurs, c'était un vrai mouvement de dons pour la reconstruction de Notre-Dame et, en mon avis, parce que justement c'est quelque chose qui a à voir avec l'histoire et la création et la puissance d'un bâtiment qui a été d'une innovation extraordinaire. Et en subliminal aussi, ce que je disais tout à l'heure, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce soit construit dans une à l'époque, dans une subversion de la séparation entre l'intellectuel et le manuel. Oui, moi juste, je t'écoute, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce que je vois dans Notre-Dame, et j'y pense depuis que elle a flambé, et de l'effet que ça a fait sur moi, mais comme sur beaucoup de Français et de Françaises, c'est que je me suis dit que c'était très fort parce que, comme tu dis, c'est un symbole universel. Alors, c'est marrant parce que j'aurais pas tant dit universel que national, tu vois. Enfin, il y a un truc qui est quand même très lié à ce que c'est que la France, et précisément la grande force, c'est que moi je suis totalement athée et que ce bâtiment, je suis même pas né dans une famille catholique, même mes grands-parents ne sont pas chrétiens, etc. Et ce bâtiment, en fait, c'est pour moi une des matérialisations de la puissance de ce que veut dire un pays, c'est-à-dire ou une nation, c'est-à-dire la nation, elle récupère des éléments qui sont des éléments religieux, qui sont des éléments issus de notre histoire la plus sombre, etc. Et elle les fait siens, c'est-à-dire, mais un peu de part malgré moi, personnellement, ce que je pense de l'Église, par exemple. Enfin, je pense pique-pente de l'Église, j'ai vraiment que des choses horribles à en dire. Pour autant, je sais que ça fait partie de c'est une partie de mon identité, tu vois, et je sais que c'est là, et j'aime te dire, en fait, j'ai dit nation et pays, mais j'avais même presque même envie de dire patrie, tu vois, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, je sais pas, je m'emballe, mais le sujet n'est pas là, mais parce que c'est un sujet, comme l'avait très bien dit Jean-Luc Mélenchon, lorsque ça avait brûlé, il avait fait un discours
immédiatement après, où il avait parlé de Victor Hugo, etc. La façon dont, en vérité, beaucoup de gens qui sont extérieurs à cette histoire strictement religieuse avaient fait de Notre-Dame un des poumons de leur vision du monde, de leur vision artistique, etc. Mais y compris des hommes politiques, etc. Donc moi c'est ça que je vois dans Notre-Dame. En plus, étant parisien, c'est vrai qu'elle a une place, même si j'y vais pas tous les 4 matins, dans ce centre de Paris-là, parce que j'habite presque en périphérie plutôt parisienne, et mais c'est là, je sais que c'est là, et je sais que ça fait partie d'une certaine manière de mon identité. Alors après, la question c'est comment est-ce que ces monuments, moi c'est toujours les questions que je me pose quand je vois ces monuments du patrimoine, dans quelle mesure on peut les subvertir, et dans quelle mesure ils sont un vestige ou un vestige ou une marque en fait d'un existant, d'un passé plus ou moins heureux, plus ou moins sombre, plus ou moins dégueulasse, etc. Dans quelle mesure j'ai le droit, ou nous avons collectivement le droit d'y porter atteinte? Et cette question a été aussi une question, est-ce qu'on reconstruit la flèche à l'identique, ou est-ce que on est là, faisons des dingueries avec, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas le génie français? C'est pas que le génie du gothique, hein. Il y a encore un génie français du 21e siècle, est-ce que c'est pas à cette place-là? Je ne sais pas. Et ça, je vois que on a une relation au patrimoine, alors spécialement en France, c'est pas vrai dans tous les pays, qui est on révère les vieilles pierres, tu vois, et alors quand Paye fait sa pyramide au milieu du Louvre, on est là ah, horrible, horrible, on a envie de mourir, ah, Pompidou, horrible, on a envie de mourir, tu vois. Et ensuite, on le rentre dans le patrimoine, et maintenant on peut plus toucher à Paye, tu vois, c'est devenu absolument génial. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, déjà, l'histoire de Notre-Dame raconte ça, parce qu'en fait, Notre-Dame, il y a une... C'est Viollet-le-Duc qui a fait la... Oui, c'est une invention. C'est une invention. Il trouvait qu'il manquait quelque chose. Donc il a rajouté il ose tout. Mais je veux dire, Notre-Dame n'était absolument pas même sur le plan urbain, puisqu'elle était insérée dans des maisons qui étaient accolées à elle, alors qu'aujourd'hui elle est dégagée sur une esplanade. Donc elle, ni sur le plan même à l'intérieur, elle est pleine. L'orgue de Notre-Dame, qui est l'orgue le plus grand de France, il y a des premiers éléments au XVIIe, puis XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe. C'est-à-dire que c'est un orgue qui s'est construit. Les vitraux, donc il y a des vitraux qui vont être installés. Il y a une polémique sur le choix de pourquoi est-ce que c'est ces vitraux-là, etc., etc. Mais enfin, il y a des vitraux modernes qui vont être mis en place. Et en fait, l'art français, enfin l'État français a installé à l'Opéra de Paris, dans des cathédrales, etc., des œuvres artistiques parmi les plus imminentes. Et ça va être de nouveau le cas à Notre-Dame, puisque là, on arrive à la fin de la sélection des œuvres pour déterminer quel est l'artiste qui va réaliser les vitraux qui vont être mis à Notre-Dame. Mais il y a plein d'éléments de décor à l'intérieur de Notre-Dame, d'art dans Notre-Dame qui sont modernes, qui ne sont pas... tout ne vient pas du XIIe siècle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose concernant le rapport à l'histoire, en fait, il y a quand même ça c'est pour les gens que ça intéresse, hein, c'est un peu pointu, mais dans les années 60, il y a eu une rencontre qui a eu lieu à Venise, et qui est une rencontre internationale sur le rapport au patrimoine, et qui a posé un peu les socles du rapport au patrimoine. Et dans lequel ce qui est énoncé, c'est que le patrimoine doit être conservé en l'état, et que tout ce qui est nouveau doit être identifié comme neuf. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de plagiat. C'est-à-dire qu'on ne reconstitue pas avec du faux ancien. Et l'autre chose, c'est que toutes les interventions doivent pouvoir être réversibles. C'est ça un peu le socle de la philosophie moderne sur le rapport à la transformation du patrimoine. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses nouvelles, mais il faut qu'elles puissent se démonter, qu'elles puissent s'enlever, et qu'on puisse revenir à une situation antérieure.
c'est pour ça que moi, j'étais plutôt intéressée par... j'en faisais pas un cake, hein, mais bon. J'étais plutôt intéressée par l'idée qu'il y ait un concours international sur la reconstitution de la flèche. Parce que ça permettait d'avoir un endroit, cette flèche qui encore une fois est une invention du 19e siècle, ça permettait d'écrire, de marquer le 21e siècle dans l'architecture de Notre-Dame. Ça n'a pas été retenu, je pense, pour des raisons diverses et variées, dont une de délai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reconstitues à l'identique, tu ne fais pas de concours international, tu ne fais pas de jury, et c'est les architectes des bâtiments de France qui sont maîtres d'œuvre et qui reconstituent, et ça fait gagner du temps. Il y aura des éléments de modernité qui vont néanmoins apparaître, notamment de manière massive sur la transformation du parvis de Notre-Dame et les services qui vont être rendus aux visiteurs de Notre-Dame, avec donc probablement un musée de l'œuvre qui va permettre de raconter ce que c'est que l'art gothique que nous n'avons pas, alors que l'art gothique s'invente à Saint-Denis. Hein. C'est l'abbé Sugère à Saint-Denis, la première église gothique en fait qui va passer du roman au gothique, et ce qui fait que l'abbaye de Saint-Denis est un peu un mixte, c'est qu'elle a des éléments nouveaux de gothique. Les premiers éléments de gothique, c'est à Saint-Denis que ça apparaît. Eh bien, merci beaucoup, professeur Tricot. Moi, non, mais franchement, ça me passionne vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve ça... je suis très contente qu'il y ait eu tous ces débats et que la France s'est intéressée vraiment à un élément de patrimoine et de culture autour de Notre-Dame, et je suis ravie que ça revienne sur le devant la semaine prochaine. Et donc je note que tu dois publier un papier la semaine prochaine, d'ici le 7 décembre, sur ça, et on regardera le nombre de vues qu'a le papier pour voir si ça intéresse aussi le lectorat de regard. Je m'en fous. Moi je le ferai quand même. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.